Bon, déjà, bonsoir à toutes et à tous. Vraiment désolé de ne pas être parmi vous ce soir pour échanger ces pratiques pédagogiques avec vous, mais en tout cas, avec le distanciel et vous dans la salle en présentiel, on va essayer de faire quelque chose de très collaboratif. Donc, ce que je vous propose, c'est un petit exercice. Vous allez voir, c'est assez simple. Je vais vous raconter une petite histoire, vous parler de nouvelles pratiques pédagogiques, notamment des pratiques pédagogiques que nous enseignons, que nous utilisons ici à l'université, mais pas uniquement. Vous allez voir, je vais vous parler de collaboration entre apprenants, collaboration avec les enseignants et aussi hybridation. Et vous verrez que l'hybridation dépassera le simple distanciel présentiel. Ce que je vous propose comme petit challenge, c'est de prendre des notes, mais des notes très courtes. En fait, un peu comme avec mes étudiants, il y aura 25 dessins dans ma présentation. Je vous demande juste de retenir, de prendre un mot-clé par dessin. Donc, laissez-vous guider par ma présentation et puis de dessin en dessin, notez un mot-clé qui vous marque. Normalement, d'ici une petite trentaine de minutes, peut-être 35, vous devriez avoir devant vous 24 ou 25 mots-clés qui vont vous permettre d'échanger avec moi juste après la présentation. Donc, j'ai choisi de discuter avec vous, de parler avec vous de nouvelles pratiques pédagogiques. Enfin, quand on dit nouvelles, elles ne sont pas toutes nouvelles, mais ce sont en fait je ne vais pas dire les tendances, mais les types d'interactions qui se dessinent de plus en plus nombreuses, que ce soit à l'université, mais aussi dans les lycées, collèges, écoles, dans la formation continue, et puis de manière un peu plus surprenante dans les entreprises, institutions, mode projet, parce que la façon de faire travailler les personnes ensemble, la façon de les faire interagir, eh bien, on retrouve des similarités, pour ne pas dire des homologies, entre ce qui se fait lorsque l'on apprend, donc dans le monde dit de l'éducation ou de la formation, mais aussi dans le monde dit du travail, le monde professionnel, sociétal, qui est aussi un monde apprenant et producteur de connaissances. Donc déjà, avoir cette idée que en situation professionnelle, nos étudiants, vos apprenants, et se trouvent dans des modes à la fois apprenants, producteurs de connaissances, et des modes qu'on va tenter d'être le plus collaboratif possible. Alors pour démarrer, j'ai choisi de vous montrer un dessin qui est important pour nous et qui vous montre un peu une différence de paradigme en fait. À gauche, vous voyez sur le dessin une idée que l'on a souvent lorsqu'on est dans l'éducation, mais pas uniquement, c'est de dire on va placer l'étudiant au centre de nos préoccupations. Donc, étant doyen, à un moment donné, j'avais rédigé un projet, l'étudiant au cœur de la faculté, au cœur du projet, comme on pourrait écrire le client au cœur de nos préoccupations quand on est une entreprise, le citoyen au cœur de nos projets, si on est par exemple un conseil municipal, ou le malade au cœur de notre projet, si on est un hôpital. Et en fait, cette façon de voir le bénéficiaire au centre du projet, eh bien, ça nous empêche parfois de nous mettre à la place de cette personne. On pense savoir ce qui est bon pour l'étudiant. Donc moi-même, pendant très longtemps, je pensais savoir ce qui était bon pour mes élèves, et ça m'a permis, entre guillemets, d'imaginer des innovations pédagogiques qui finalement n'étaient pas si performantes et qui ne correspondaient pas aux attentes des élèves. Et donc, on préfère passer dans le schéma de droite sur mon écran, qui est un mode un peu plus collaboratif, et de dire comment la personne qui se trouve au centre de nos préoccupations, donc l'élève, pourrait devenir co-acteur. C'est-à-dire, parfois on utilise le terme à égalité de dignité, mais en tout cas, s'arranger pour que l'apprenant soit aussi acteur de cet apprentissage. Et pour cela, donc, on ne s'intéresse plus à la personne, mais on s'intéresse à un objectif. Exemple, augmenter les conditions de succès, limiter le décrochage, favoriser le travail collaboratif, etc. Donc, on se met un objectif et on s'arrange pour que l'élève, l'apprenant, l'étudiant soit co-acteur du système que l'on a imaginé pour lui. Alors, voilà un type d'enseignement assez classique. Ce dessin-là ne va pas vous surprendre. C'est ce que beaucoup de formateurs ou d'enseignants pratiquent, ce qu'on appelle la transmission de connaissances. Donc, un mode descendant, transmissif.
Dans ce mode descendant et transmissif, vous avez des apprenants qui s'ennuient, qui s'endorment. Souvent, le temps d'attention maximal en salle, il est de 20 minutes. Hein, ça dépend si vous êtes plus ou moins impliqué. Mais il n'y a pas de généralité à émettre. Vous avez des étudiants, par exemple, qui sont capables d'être attentifs 1 heure ou 2, tellement ils sont passionnés par le sujet qui leur est présenté. Mais de manière générale, une grande partie des apprenants s'ennuient en classe au bout d'un certain temps. Et puis, vous avez la même chose à distance. Donc, avec le distanciel, eh bien, on a reproduit parfois, je dirais, le même mode de transmission. Donc, il y a eu la continuité pédagogique dans les lycées, collèges, mais nous-mêmes à l'université et dans les formations continues. On a passé énormément de formations en distanciel, mais en fait, c'était juste une transposition. Donc, ça a été fait dans une situation d'urgence, faire des cours à distance, mais finalement, on s'aperçoit aujourd'hui, alors qu'on est retourné en présentiel, eh bien que beaucoup d'établissements ont continué à produire des vidéos, des capsules, mais en fait, ce qui se passe à distance, pour l'enseignant, c'est la même chose. Vous vous retrouvez donc par écran interposé devant une salle de classe qui vous écoute. Alors, un des intérêts quand même du distanciel, mais il y en a quelques-uns quand même, hein, c'est que les étudiants à distance peuvent enregistrer ces capsules, les réécouter, les auditionner s'ils le désirent, selon la vitesse à laquelle ils sont capables d'absorber la quantité de cours qu'on leur transmet. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mes élèves à distance utilisent les vidéos, les capsules de manière très performante lorsqu'ils les ont vécues en présentiel. Alors, ça peut paraître en présentiel ou en direct, pardon. Ça peut paraître un peu bizarre, mais si par exemple mes étudiants me suivent en classe ou qu'ils suivent mes cours comme aujourd'hui, vous le faites avec moi à distance, eh bien, le cours étant enregistré, ils récupèrent la vidéo, mais au lieu de la réécouter pendant 1 heure ou 3/4 d'heure, eh bien, ils vont avec le curseur se déplacer vers les endroits qui les intéressent parce qu'ils n'ont pas forcément bien compris telle partie ou parce qu'ils ont des notes à compléter. Alors que les étudiants qui ont manqué le cours, eh bien, réécoutant l'entièreté des vidéos, ben, se retrouvent dans une situation où ils s'ennuient aussi. Et je vous surprendrai peut-être en vous disant que le temps d'attention maximal d'un étudiant, non pas pour jouer, chatter ou regarder des vidéos, hein, mais le temps d'attention maximal d'un étudiant en ligne, il est de 3 à 4 minutes. Donc, l'enseignement à distance nécessite de gérer le temps différemment du présentiel. Alors que vous soyez donc en présentiel ou en distanciel, dans beaucoup de cas, si l'enseignement ou la formation est transmissive, eh bien, on demande aux apprenants d'absorber, d'écouter, de prendre des notes, bien sûr de travailler chez eux. Et puis, il y a beaucoup de validations, de certifications qui se font sur la restitution des connaissances au détriment souvent des compétences, du développement des compétences, pas toujours bien sûr, mais je dirais un étudiant qui a fini un cursus, un élève qui va valider un examen, on s'aperçoit que les notes sont presque toujours individuelles, très souvent, et puis que la part qui est donnée à la restitution des connaissances est importante. Alors, en innovation pédagogique, et l'innovation pédagogique n'est pas un but en soi, hein, ce n'est pas un objectif, on peut se donner différents buts, objectifs. L'un d'entre eux, qui est fondamental, c'est la capacité qu'ont des élèves ou des apprenants à collaborer entre eux, à échanger. Il faut savoir que parmi les compétences les plus attendues par la société, l'entreprise, les projets associatifs et autres, parmi les compétences les plus attendues se trouve celle qui apparaît en premier, je dirais, c'est la capacité qu'a un élève, qu'a un apprenant à aider son camarade de classe. Parce qu'on sait qu'un élève qui aide son camarade de classe, eh bien, ça devient demain matin un collaborateur qui va aider ses collaborateurs en équipe lors de projets. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être, je dirais, stimulé lors de la formation, lors des licences, master, école d'ingénieur, formation continue ou autre. Pour cela, il faut faire travailler les étudiants ensemble dans des modes qu'on appelle des modes de travaux collaboratifs. Alors, il y a des petites nuances entre la collaboration et la co-élaboration. En anglais, on dira le co-design. En anglais. Ah, il y a un retour, donc un micro est allumé, donc j'entends ma voix 2 fois.
Donc, la collaboration, c'est la capacité que l'on a à faire collaborer les élèves ensemble. La coélaboration nécessitera des méthodologies d'animation, de scénarisation un peu plus sophistiquées. Ici, vous voyez des fourmis en mode collaboratif. Hein. Eh bien, c'est un peu le principe que j'utilise dans ma classe, qui est une classe renversée, une classe collaborative. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, je vais la résumer en une phrase. Dans mon cours de génétique, puisque j'enseigne la génétique à l'université, mais je suis aussi directeur de laboratoire d'innovation pédagogique. Dans mon cours de génétique, les étudiants construisent le cours et moi, le professeur, je deviens le seul élève. Donc, dans ma classe, ce sont les élèves qui vont construire le cours de manière collaborative. Ce sont des méthodes socio-constructivistes et ils vont tester ce cours sur le professeur, moi-même, devenu le seul élève de la classe. Donc là, on est dans un système de classe renversé. Il existe aussi ce qu'on appelle des classes inversées, où là, le contenu du savoir est distribué aux étudiants. Donc, vous pouvez faire de la classe inversée et non pas renversée, je dirais, en formation continue, en formation initiale. Vous pouvez décider de donner les documents à vos étudiants le jour même, plusieurs jours avant. Vous pouvez leur donner d'un bloc, vous pouvez leur donner en plusieurs étapes. Donc, il y a différents types de classes inversées. Et puis, sans rentrer dans le détail, il y a toute une série de classes que l'on appelle des classes mutuelles, des classes collaboratives, des classes autonomes. Bref, des systèmes dans lesquels les apprenants vont participer à la construction du savoir qui leur sera demandé de comprendre. Et tout cela est possible grâce, je dirais, à l'Internet, aux réseaux sociaux. C'est possible aussi grâce aux bibliothèques numériques en réseau, à des tas d'outils que l'on trouve en ligne par l'apprentissage par les pairs. Ça l'était possible bien avant avec des ouvrages, avec des documents, des polycopiés. Il y a des enseignants innovants qui ont travaillé sur ce genre de classe. On pourrait penser à innovants ou bien alternatifs, hein, de type Montessori, Freinet ou autres, mais pas uniquement dans ces méthodes. Il est possible de faire des classes inversées, renversées, mutuelles, collaboratives, sans utiliser le web. Mais bon, en 2021, c'est assez rare. Dans ces classes collaboratives, ce qui est intéressant, c'est de mixer les équipes. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui se tentent à faire des pédagogies collaboratives et qui ont des très grandes difficultés à faire travailler leurs élèves en ligne ou leurs élèves à distance, mais en composant des équipes, je dirais, hétérogènes. Ce qui est intéressant dans un travail d'équipe, c'est d'avoir, par exemple, c'est ce que je fais avec mes étudiants, je mélange des étudiants qui ont des niveaux académiques très élevés avec des étudiants qui ont des niveaux plus faibles et je m'arrange pour que dans chaque équipe, puisqu'ils vont co-construire le cours, mais on pourrait aussi leur faire co-construire des exercices ou réfléchir sous mode d'apprentissage par problème. Ce qui est vraiment très important, c'est de travailler la constitution des équipes. Ces méthodes qu'on appelle méthodes de co-design, qui sont utilisées dans l'enseignement, on peut aussi les utiliser en entreprise, dans des ateliers de résolution de problèmes ou de créativité. Et là, on utilise les mêmes règles. Dans un groupe de travail, on va mélanger des personnes qui ont des responsabilités ou des niveaux d'expertise différents, ce qui va permettre d'obtenir des équipes avec des compositions complémentaires, alors que lorsque l'on laisse les apprenants ou les collaborateurs se répartir par affinité, souvent on obtient des catastrophes parce qu'il y a des groupes qui avancent très vite et d'autres groupes qui n'avancent pas du tout, ou alors il y a des leaders qui vont empêcher certaines personnes de s'exprimer dans le groupe, ou lorsque l'on tire au sort les équipes, là on obtient un résultat un peu meilleur, mais dans tous les cas bien moins performant que lorsqu'on travaille la composition de ces équipes. Alors, vous voyez ici, par exemple, en termes ergonomiques, des classes, des façons de travailler qui permettent aussi d'être en mouvement. Donc, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on peut apprendre et comprendre en étant assis, mais lorsqu'on passe toute la journée assis sur une chaise, et d'autant plus si elle est confortable et qu'on regarde toujours dans la même direction, on est dans une position de consommation. Il y a beaucoup d'étudiants, souvent on estime à 20-25% d'étudiants ou d'élèves qui sont dans des situations d'élèves consommateurs. Ils sont souvent au premier rang, hein, enfin c'est un peu caricatural, et eux par contre ils sont très actifs d'un point de vue cérébral. Ce n'est pas parce qu'ils ne bougent pas qu'ils ne travaillent pas. Mais vous avez d'autres élèves qui ont besoin d'être en mouvement
Et le biologiste qui vous parle vous rappellera que le sang circulant dans l'organisme, amenant du glucose au cerveau, eh bien les mouvements, le fait de se déplacer, le fait de travailler sur des supports différents, horizontaux, verticaux, obliques, de travailler avec des ordinateurs ou bien sur des écrans ou des tableaux, eh bien, en mettant les gens en mouvement, on s'aperçoit qu'on on augmente le niveau d'attention et en laissant la liberté de mouvement dans une salle de classe. Et là, je ne suis pas en train de vous parler de travaux pratiques ou d'exercices. On est en train de parler, par exemple, d'un cours magistral qui est rendu un peu plus collaboratif. On observe qu'il y a une activité qui est plus intense dans les groupes d'élèves. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire qu'on va hybrider, et je vais utiliser plusieurs fois ce terme d'hybridation, mais vous allez voir que je vais l'étendre et ne pas le limiter au fait de faire le cours en classe, en présentiel, avec le fait de faire le cours à distance, en distanciel. L'hybridation, c'est aussi utiliser des outils différents, aller se connecter de manière différente. Et vous voyez par exemple qu'aujourd'hui, les ressources numériques sont vraiment étendues. Il est possible et même recommandé d'aller chercher, de travailler en utilisant ces moteurs de recherche, en utilisant des plateformes collaboratives. Mes étudiants, par exemple, écrivent le cours en utilisant des documents collaboratifs. Donc, j'ai des équipes d'étudiants qui construisent des chapitres, d'autres qui les corrigent, qui les annotent. Et donc, on est capable d'assurer des interactions entre les groupes d'élèves dans la classe, mais ils peuvent aussi interagir à distance en utilisant des plateformes. Moi, j'utilise à titre personnel, enfin, dans l'université, on utilise Moodle, mais il y a d'autres learning management systems que Moodle. On peut utiliser aussi les réseaux sociaux et on utilise parfois aussi des types de logiciels ou d'outils à distance qui sont un peu plus spécialisés. Les enseignants qui travaillent en statistiques, mathématiques ou autres types de matières. Sans parler des vidéos ou de l'audio, parce qu'on utilise souvent la vidéo, les capsules vidéo, et on sous-estime énormément le pouvoir de l'audio, des podcasts audio. Par exemple, si vous mettez en ligne ou si vos élèves partagent des petites capsules vidéo, il y a une attention très forte, mais souvent on peut survoler le contenu avec de l'audio. Pourtant, c'est très attractif. Alors que la vidéo, alors que l'audio, on peut enregistrer des contenus hyper pointus sur des séquences de 20 minutes, voire 3/4 d'heure, que les élèves peuvent écouter dans des situations où ils ne sont pas figés devant un écran et qui leur permet d'ancrer davantage de connaissances. Donc, les enseignants qui utilisent le numérique à distance et qui font à la fois de l'audio et de la vidéo, eh bien, ce sont ceux qui souvent obtiennent les résultats les plus performants en termes d'acquisition de connaissances par leurs élèves. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des méthodes physiques, comme celle qui est dessinée sous vos yeux. Alors, je vais détailler plutôt celle-ci, mais on en a vraiment des batteries complètes. On a des boîtes à outils d'exercices collaboratifs vraiment importants. C'est ce qu'on appelle les méthodes de tableau tournant ou d'enrichissement mutuel. Donc ça peut se faire avec des tableaux, ça peut se faire en ligne aussi, avec du Word, du PowerPoint, du fichier Excel. Ça peut se faire aussi avec d'autres types de tableurs. Les étudiants vont résoudre des problèmes. Vous pouvez leur poser des questions. Ils peuvent aussi construire un chapitre. Et par exemple, vous leur demandez, si vous êtes prof de génétique à tout hasard, pouvez-vous expliquer comment le coronavirus va infecter une cellule nerveuse? Voilà. Et donc, les groupes d'étudiants vont se mettre à travailler sur des tableaux. Chaque groupe va commencer à dessiner, écrire des mots-clés et à construire la réponse à cette question, expliquer le mode d'infection du coronavirus sur tel type de cellule. Et toutes les 3 à 4 minutes, je fais pivoter mes équipes, ce que j'appelle des rotations. Et l'équipe 1 va se retrouver devant le tableau 2, l'équipe 2 devant le tableau 3, l'équipe 3 devant le tableau 4. Et on leur demande de continuer le travail commencé par l'équipe qui a démarré sur le tableau. Et si on fait 2 ou 3 rotations, on s'aperçoit que l'on obtient, par exemple, moi je fais ça avec une douzaine d'équipes, donc dans ma classe, il y a à peu près 65 étudiants, eh bien, j'ai 7 à 8 tableaux. Eh bien, en 10 minutes, je peux obtenir 7 à 8 tableaux avec des schémas, des annotations, des réflexions. Et ça me permet de regrouper tous mes étudiants devant l'un de ces tableaux et de corriger, de compléter et d'échanger avec eux.
Bon, bien sûr, moi, j'enseigne la génétique, mais si vous êtes prof de marketing, gestion, de droit, vous pouvez les faire travailler sur des matrices, des SWOT, des cartes mentales. Vous pouvez les faire réagir par rapport à un document officiel, enfin, un peu tout ce que vous voulez. Donc, ces façons de travailler en collaboratif dans la salle de dans la classe, salle de classe, dans la salle de dans la classe peuvent se transmettre aussi à distance. Alors, quand il y a eu le confinement, c'était très compliqué, le confinement global, je dirais, parce qu'il a fallu qu'on adapte ces méthodes collaboratives à des élèves tous et toutes enfermés chez eux, le professeur lui-même. Donc, je dirais qu'à titre de témoignage, que ce soit à l'université ou dans les écoles, le premier confinement a plutôt été un mode d'urgence. Et donc, on va dire 90-95% des enseignements ont été répliqués, une transposition. Et ce qu'on a observé quand même, c'est que de manière générale, on a abouti à une dégradation de l'éducation ou de l'enseignement. C'est-à-dire que quand on reproduit à distance exactement le même mode de transmission de connaissances ou d'interaction qui fonctionne en classe, eh bien, on observe une dégradation. Par contre, lors du deuxième confinement, lorsque les enseignants ont commencé à réfléchir à la gestion du temps différente, à la façon de faire travailler les élèves à distance, à se dire que tel ou tel type de séquence bien, ne devait pas être travaillé de la même manière en distanciel qu'en présentiel, eh bien là, on a observé bizarrement des exercices qui fonctionnent mieux à distance, alors que ce n'est pas si performant que ça en classe, et inversement. Une des choses qui a été flagrante, en tout cas avec les collègues avec qui je travaille, c'est la capacité que peuvent avoir les élèves à travailler en groupe à distance. Vous avez sur la gauche ce qu'on appelle un peu le do it yourself. Donc, on dit à l'élève, ben, fais-le par toi-même. Il a des devoirs à réaliser, ou alors il doit préparer un exposé. Et à distance, le do it yourself est encore plus compliqué parce qu'il y a ce sentiment d'isolement. Alors, pour certains étudiants, ça pose aucun problème parce qu'ils sont adaptés à ça, mais pour une grande majorité, c'est compliqué. Alors que sur la droite, en utilisant un autre anglicisme, le fais-le avec les autres, do it with others, eh bien, c'est de se dire qu'on peut aussi animer du travail collaboratif sans être dans la même salle que les élèves. Et ce que l'on a remarqué, c'est que lorsqu'on est à distance, en utilisant des plateformes comme Zoom, Teams ou autres, eh bien, on maintenait l'attention des élèves de manière plus intense lorsqu'on les mettait en groupe, soit des groupes composés de manière aléatoire, soit des groupes composés, comme je l'expliquais au début, avec un certain casting. Et donc, si vous avez un cours à réaliser à distance, plutôt que de répliquer votre heure de présentiel telle quelle, eh bien, vous découpez votre séquence. Donc, un cours en ligne, pour ma part, par exemple, quand j'ai 1 heure de cours à distance, je peux utiliser 5 à 10 minutes sur un exercice, je dirais, qui sert un peu d'échauffement, mais qui contribue au cours. Ensuite, les faire travailler en équipe pendant un quart d'heure, par exemple. Ils peuvent faire des retours sous la forme d'exposés ou de chat en utilisant le forum. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez, pendant cette heure, leur donner à nouveau 20 minutes ou 25 minutes de cours pur et dur, transmissif. Ça sera l'un des derniers dessins que je vais vous montrer. Comment on hybride le cours collaboratif avec le cours purement transmissif, qui est aussi une hybridation très performante. Pour terminer cette partie, innover en pédagogie, ça peut être enseigner de manière différente, faire travailler les élèves de manière différente, mais ça peut aussi concerner l'évaluation. Parce que si vous innovez en pédagogie, mais que vous n'innovez pas dans les modes d'évaluation, ben vous pouvez avoir des problèmes. C'est ce qu'on appellera l'alignement de Biggs dans les sciences de l'éducation. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement et qui d'ailleurs a été un problème pour moi parce que la première année, il y a de ça 8 ans à peu près, lorsque j'ai mis en place ma première classe collaborative, ma classe renversée, je n'avais pas touché à l'évaluation. Et donc, on a obtenu un travail exceptionnel avec les élèves. Donc, mes étudiants ont construit des cours vraiment de très haut niveau. Il y a eu des échanges, des niveaux de compréhension intéressants. Mais quand on est arrivé à l'examen, il y a eu une chute drastique des notes.
parce que je n'avais pas changé le mode d'examen de l'époque, qui était un contrôle de connaissances, copie anonyme, et puis on retire des points quand il y a des erreurs. Et donc, l'année suivante, me rendant compte de ce problème, eh bien, j'ai transformé l'évaluation, et donc avec des systèmes différents. Donc, par exemple, en ne focalisant pas l'évaluation purement sur le contrôle de connaissances, et en abolissant, entre guillemets, la note sur 20. Donc, j'ai trouvé un autre système avec un système de points, de capitalisation, qui m'a permis de valoriser chaque production d'élèves en fonction de la qualité, et non plus de retirer des points. Par exemple, vous voyez un élève qui a 13 sur 20, ça veut dire qu'à un moment donné, vous lui avez retiré 7 points, et vous devez être capable de lui expliquer pourquoi vous lui avez retiré 7 points. Alors que dans une évaluation qui est un peu plus rétributive, où là, vous valorisez ce qui est produit, vous pouvez donner des notes collectives ou des notes individuelles sous forme de capital points, et ensuite, vous pouvez transformer ces points en notes. Il y a des systèmes, moi je le fais avec les étudiants. Donc mes étudiants, de manière originale, participent à la transformation de leur capital points en notes sur 20. Et puis, il y a des évaluations qui sont intéressantes, des évaluations que vous connaissez sans doute, qu'on appelle des évaluations inversées, renversées, des évaluations par les pairs, c'est-à-dire, ou des auto-évaluations. Ici, vous voyez, par exemple, dans un système de classe collaborative, ce sont les élèves qui vont interroger l'enseignant. Alors, vous pourriez être étonné en vous disant, mais quel est l'intérêt pour un élève d'interroger le prof? En fait, quand vous posez la question à mes étudiants, est-il facile d'interroger un prof? Mes élèves ayant construit le contenu d'un cours, ils vont vous répondre, ben non, c'est très compliqué, parce que si un élève doit interroger un enseignant, d'abord il doit connaître le cours, avoir acquis les connaissances. Alors ils le font en groupe, hein, ce n'est pas un seul élève qui interroge un prof. Mais si un groupe d'élèves interroge un enseignant, il doit construire la question, construire le barème, et lorsque l'enseignant répond à cette interrogation, eh bien, il faut être capable de corriger le prof. Et donc là, ça demande des mécanismes très compliqués qui nécessitent d'avoir compris le cours. Et ça, c'est super performant. Donc mes étudiants qui m'interrogent avec les questions les mieux construites et qui sont capables de me noter ou de m'évaluer de la manière la plus efficace sont toujours les groupes d'étudiants qui ont le mieux compris le cours. Et là, vous voyez, l'évaluation renversée devient un mode de facilitation des apprentissages. Alors, ici, je vous parle de contrôle de connaissances, mais il y a aussi les contrôles ou les évaluations de compétences. Donc maintenant, dans l'enseignement supérieur, mais on le voit aussi juste avant le bac, on commence à rentrer de plus en plus dans des modes d'évaluation des compétences et de faire des mixtes, c'est-à-dire de pouvoir non seulement évaluer des niveaux d'élèves par rapport à ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu, mais pas uniquement ce qu'ils ont retenu, mais aussi la façon dont ils sont capables de mobiliser ces connaissances. Donc, c'est assez facile de contrôler le niveau de connaissance d'un élève. On peut l'interroger, lui mettre une note. C'est plus compliqué de contrôler la mobilisation des connaissances. Autrement dit, les élèves vont devoir aller chercher des connaissances qu'ils n'ont pas eues en cours, et donc aller les chercher justement avec ces méthodes collaboratives. Et puis, il y a les compétences de terrain, les compétences, je dirais, les capacités A, où là, on s'aperçoit, et vous ne serez pas surprise et surpris, qu'en ligne, ces évaluations de compétences sont très compliquées à mettre en place, alors qu'en présentiel ou sur le terrain, c'est un peu plus facile. Dans les évaluations, il y a des évaluations collectives, donc on peut mettre une note de groupe, mais un challenge qui est, je dirais, qui se présente à beaucoup de formateurs ou d'enseignants qui mettent des notes collectives. Moi, c'est le cas, j'évalue énormément mes étudiants avec des notes collectives. Eh bien, c'est de détecter ce qu'on appelle des passagers clandestins. Donc, l'étudiant qui va profiter du travail du groupe pour avoir une note, puisque la note peut être la même à tous les élèves dans le groupe, ou alors l'étudiant qui est le contraire du passager clandestin, qui est celui qui est un peu plus leader, qui aurait mérité d'être un peu mieux surnoté. Donc, il y a des difficultés aujourd'hui à mettre une note de groupe et d'être capable de bonifier
alors j'aime pas trop le terme malusifier, enfin ce néologisme, bon, je ne mets pas de malus, mais il existe des méthodes. Donc nous, on a créé des méthodes de détection des passagers clandestins. Ce sont des tests, par exemple, de vote pondéré, des tests avec des 180 degrés modifiés. Et puis les élèves s'auto-évaluent et on compare les auto-évaluations des élèves avec, je dirais, le test de l'enseignant. Et donc on obtient quand même des résultats intéressants, sachant que la détection de passagers clandestins dans la classe est plus facile à faire que la détection de passagers clandestins à distance. Alors évidemment, il y a des systèmes dans les MOOC, chez Coursera, edX ou Khan Academy, il y a des systèmes de reconnaissance par clavier. Donc, il existe des systèmes informatiques très performants qui permettent d'identifier comme une empreinte digitale un travail individuel d'un élève selon les mouvements du clavier, la vitesse ou les types de touches qu'il utilise. Enfin bon, ça c'est utilisé dans très peu de cas, mais avec la Avec technologie, la technologie, c'est avec la technologie, il est possible d'utiliser ces méthodes. Moi, j'utilise plutôt des méthodes, je dirais, d'auto-évaluation. Alors, pour terminer, et on va passer aux questions et aux échanges dans très peu de temps. Pour terminer, je voudrais axer un peu, enfin, terminer ma présentation avec quelques focus que je trouve importants, en tout cas des mots-clés que je trouve vraiment pertinents. Le premier, c'est la confiance. Donc, si on veut innover en pédagogie, si on veut travailler sur du collaboratif, si on veut sortir un peu de ce que parfois on appelle une zone de confiance, parce que c'est sa zone d'expertise et on ne sait pas, il faut faire confiance. Alors, il faut faire confiance aux étudiants. Donc, le formateur doit faire confiance, avoir confiance aux apprenants. Les étudiants doivent avoir confiance en l'enseignant, puisque vous allez changer la méthode. Les élèves doivent se faire confiance entre eux, puisque vous allez les mettre en situation de travail collaboratif. Et puis, il y a la fameuse confiance en soi. Donc, vous voyez, il y a 4 niveaux de confiance. On fait confiance aux étudiants, les étudiants vous font confiance. Entre eux, il y a ce sentiment qui est partagé. Et puis, il y a la fameuse confiance en soi qui n'est pas toujours évidente, parce qu'il y a toujours cette peur du risque, la peur de l'échec. Et dans les modes éducatifs, euh, pas forcément de tous les pays, hein, mais dans certains pays, sans doute un peu moins anglo-saxons que d'autres, ou un peu moins asiatiques que d'autres, ou un peu moins nord-européens que d'autres, il y a des systèmes éducatifs qui permettent l'erreur ou même qui forcent l'erreur, et l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, et puis il y a d'autres systèmes éducatifs qui sanctionnent l'erreur. Et là, vous formez des personnes qui vont avoir tellement peur de l'erreur au fur et à mesure de leurs études, qui se retrouveront, lorsqu'elles seront en responsabilité, à avoir comme principale motivation de ne pas faire d'erreur. Un autre point qui est intéressant, c'est ce que moi j'appelle la programmite, en lui donnant un nom d'une maladie pas vraiment imaginaire. C'est ce sentiment, cette programmite, c'est de se dire il faut absolument que je remplisse la tête de mes élèves avec 100% du programme. En tout cas, je vais le faire pendant le cours. Et que si j'ai 150 choses à expliquer à mes élèves, et que par malheur, je n'en explique que 149 ou 148, eh bien, j'ai fait une faute professionnelle. Et on s'aperçoit qu'à vouloir faire le programme de manière intensive et complète, eh bien, finalement, le taux de rétention des élèves est beaucoup plus faible que 100%. Des fois, il est à peine de 50%, 60%. Après, ça dépend des niveaux d'étudiants sélectionnés ou pas, adaptés ou pas. Eh bien, on s'aperçoit qu'on se trompe et qu'on aurait beaucoup plus intérêt à consolider, travailler les fondamentaux et laisser les étudiants, chacun, chacune, aller à 100% de compréhension avec des vitesses différentes. Un autre point qui est important pour moi après la confiance et, je dirais, le fait de travailler sur du fondamental et non plus sur la globalité, c'est la créativité. Les modes éducatifs, alors dans certains types d'études, c'est plus compliqué que dans d'autres, mais il y a beaucoup de modes de formation et de modes éducatifs qui vont tuer la créativité, qui vont tuer les capacités d'observation, la curiosité. Et aujourd'hui, on sait que dans les métiers, une des capacités ou l'une des compétences majeures, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les études de chercheurs, une des capacités ou des compétences majeures qu'on doit développer chez des collaborateurs, c'est la créativité, mais pas la créativité sous le sens de se dire, tiens, j'ai une nouvelle idée, elle doit être originale. Des créativités, d'idées intéressantes à tester, et surtout de la créativité collective. Autrement dit, des modes d'idéation, c'est le terme anglais, d'idéation ou des modes de créativité qu'on peut obtenir avec de la méthodologie
Donc, j'ai cité tout à l'heure le co-design, mais il y a des démarches beaucoup plus processées dans le temps qu'on appelle le design thinking, l'art thinking. Ça existe dans le droit, ça existe dans l'économie, ça existe dans la biologie, dans des tas de domaines qui permettent d'être créatifs, mais avec un processus qui est un processus, je dirais, intelligemment dessiné. Voilà. Un autre point important, ce sont les lieux collaboratifs, les espaces. Donc, aujourd'hui, fleurissent dans les établissements ce qu'on appelle des learning labs, meeting labs, media labs, des lieux qui favorisent, des tiers-lieux, qui favorisent le travail collaboratif. Là, il faut être très attentif parce que vous pouvez très bien construire un lieu de ce type-là où les gens peuvent travailler en groupe, être assez libres. À première vue, ça a l'air sympathique, mais en fait, c'est juste un lieu sympa et il y a des enseignants qui vont l'utiliser pour projeter pendant 1 heure un PowerPoint. Donc, en fait, ce n'est pas parce que vous avez un lieu qui va favoriser la collaboration que vous allez forcément obtenir un travail collaboratif. À l'inverse, vous pouvez très bien déclencher un travail de groupe dans un amphi où tous les sièges sont boulonnés. Donc, il faut éviter de dépenser de l'argent dans des lieux collaboratifs avec du mobilier extrêmement cher, voire de la technologie high-tech, si c'est pour l'utiliser comme un cours classique, alors qu'on peut très bien être innovant et favoriser le travail collaboratif dans des salles de classe normales, que les sièges bougent ou ne bougent pas. Une autre vigilance à avoir, c'est d'éviter de forcer un type d'outil, de dire par exemple tout le monde utilise tel outil, tout le monde utilise telle plateforme, tout le monde doit travailler de telle manière. Donc, ce qui est intéressant, c'est de varier des outils présentiels, distanciels, numériques, papier ou autres, maquettes, Fab Lab, 3 dimensions. Moi, d'un point de vue numérique, mes étudiants utilisent des tablettes, des ordinateurs, des téléphones. Et en fonction de leur facilité, habileté, l'important, c'est que lorsqu'un travail est demandé, ben, le livrable soit réalisé. Et là, je dirais, peu importe la façon dont ils ont travaillé, certains sont plus à l'aise avec certaines technologies que d'autres. Alors, j'ai parlé d'hybridation et tout à l'heure, j'ai parlé d'hybridation comme on l'entend très souvent, c'est-à-dire le cours est hybride. Donc, il y a une partie en présentiel, une partie en distanciel. OK, ça se comprend. Il y a une partie qui peut être numérisée, une autre qui ne l'est pas. Ça, c'est de l'hybridation assez classique. Mais l'hybridation qui m'apparaît la plus intelligente, c'est l'hybridation entre l'enseignement académique et l'enseignement dit créatif, innovant. Ici, vous voyez par exemple 2 représentations très caricaturales de ce que peut être à gauche un enseignement classique, transmissif, académique, et à droite, un enseignement dont je vous parle en ce moment, de collaboratif, un peu plus ou différent, où l'enseignant n'est pas qu'un transmetteur de savoir, mais aussi un facilitateur. En fait, l'erreur majeure à ne pas commettre, c'est d'opposer ce qu'on va appeler l'enseignement académique avec l'enseignement innovant, l'innovation pédagogique. Parce que l'innovation pédagogique, au contraire de lutter contre l'enseignement académique, elle va le renforcer. En fait, c'est paradoxal, mais la meilleure façon de renforcer un bon enseignement académique, c'est de faire de l'innovation pédagogique. Et vous n'êtes pas obligé de faire de l'innovation pédagogique à 100%. D'ailleurs, ça risquerait même d'être une catastrophe. Mais si vous faites 10, 15 ou 20% d'innovation pédagogique, vous voyez que les élèves qui se trouvent à droite, la façon de travailler ensemble, ça peut les intéresser davantage et ils vont écouter un prof de manière plus académique, voire lire des ouvrages ou travailler de manière individuelle plus efficacement parce que vous leur aurez redonné le goût, je dirais, d'apprendre. Et c'est pas ce que je vous dis là, ce n'est pas une sensation, une perception que j'ai dans ma classe. Ce sont des études scientifiques. Donc, j'ai une de mes collaboratrices qui termine sa thèse. Donc, c'est une collaboratrice, elle est franco-américaine. Elle termine son travail de thèse et elle, son sujet de thèse, elle étudie 8 à 9 enseignants dans des matières très différentes. Donc, son sujet de thèse, elle observe, elle interroge les élèves dans 8 cours différents. Des cours de mathématiques, des cours de gestion, management, biologie, bâtiment, travaux publics, des cours de lettres, des cours de philo, enfin des cours très différents. Et chacun de ces 8 profs a une méthode d'innovation pédagogique différente.
classe inversée, renversée, carte mentale, apprentissage par problème, gamification. Donc, il n'y a aucun rapport entre les matières, aucun rapport entre les niveaux d'élèves, aucun rapport entre les méthodes. Le seul point commun qui existe entre ces 8 à 9 enseignants, c'est que dans leur cours magistral, et non pas en travaux pratiques et TD, dans les cours magistraux, ils ont de nombreuses séquences de travail collaboratif. Et ce que mesure ma collègue, c'est le niveau d'engagement et de motivation. Et elle décrit, elle observe que de manière significative, le travail collaboratif augmente le niveau d'engagement et de motivation des élèves pendant le travail. Donc, pour résumer, hein, tout simplement, un élève qui n'aime pas les maths, mais vraiment qui n'aime pas les maths, qui a des capacités faibles en mathématiques, eh bien, il va se mettre à aimer les maths parce qu'on va le faire travailler en équipe sur un sujet qui va l'intéresser. Et donc, cet élève qui n'aime pas les maths et qui va retrouver ce plaisir en équipe, eh bien, il pourrait très bien, à nouveau, reposer des questions d'intérêt à un autre professeur de mathématiques dans un cours plus classique. Donc ici, vous avez un schéma qui vous montre un peu le croisement qu'il est nécessaire de faire entre ce que je vais appeler des troncs d'arbres et la canopée. Vous savez, la canopée, le sommet des forêts amazoniennes, mais pas uniquement, dans lequel vous avez une complexité, une diversité très forte. Très forte. Donc l'innovation, on va la trouver, la complexité, l'innovation, on risque de la trouver dans la canopée, alors que dans les troncs d'arbres ou dans les racines, on risque de trouver des fondamentaux, des choses un peu moins innovantes, plus académiques. Eh bien, le vrai challenge de l'innovation pédagogique, c'est comment il s'articule à l'enseignement académique. C'est-à-dire que vous ne pouvez innover de manière efficace que si vous articulez, si vous hybridez votre innovation pédagogique aux fondamentaux. Et une observation que l'on fait, qui est quand même assez originale, mais je la partage avec vous, c'est que lorsqu'on interroge ou qu'on observe les professeurs, les enseignants qui vont le plus loin dans l'innovation, eh bien, on tombe presque toujours sur des enseignants qui dominent le cours magistral, qui dominent leur matière et qui aiment enseigner de manière classique. Alors qu'on pourrait imaginer que l'innovation soit au secours des enseignants ou des formateurs un peu perdus, eh bien non. Un enseignant, un formateur qui ne domine pas sa matière, eh bien, si vous le poussez à l'innovation pédagogique, eh bien, vous risquez de l'enfoncer encore plus. Et donc, des fois, on fait le parallèle avec la musique classique ou le jazz. On s'aperçoit, et je pourrais vous donner des ouvrages qui le décrivent, que les meilleurs jazzmen, en fait, avec des niveaux d'improvisation exceptionnels, sont des gens qui dominent leur gamme et qui ont déjà des niveaux excellents en musique classique. Voilà. Et quasiment le dernier dessin, un des derniers dessins, dans une équipe pédagogique, donc, parce qu'on travaille presque toujours en équipe pédagogique, enfin, ça serait l'idéal, hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui travaillent de manière individuelle, mais le but, c'est de travailler en équipe pédagogique. Vous avez des personnes qui préfèrent enseigner de manière académique et d'autres qui préfèrent innover de manière un peu, je dirais, poussée. Et donc, les premières, souvent, on les désigne sous le terme de résistants au changement. Donc, ça m'arrive souvent en discutant avec des chefs d'établissement ou avec des collègues qui me disent, nous, on innove dans notre établissement, mais vous savez, les innovateurs, les créatifs, ils sont assez peu nombreux. 80-70% de nos enseignants sont réfractaires au changement, ce sont des résistants. Et donc, presque de poser la question, comment peut-on faire pour lutter contre la résistance au changement? Eh bien, là aussi, c'est quelque chose qui est paradoxal. Il ne faut pas lutter contre la résistance au changement, parce que si vous luttez contre les résistants au changement, vous allez vous priver de l'avis d'experts qui peuvent vous aider dans votre innovation. Donc, aucune innovation ne fonctionne et n'est durable que si elle est menée par 100% de personnes innovantes. Ce qu'il faut, c'est ne pas dénigrer celles et ceux qui préfèrent rester dans leur niveau d'expertise, ne pas non plus se moquer ou railler celles et ceux qui font des innovations très percutantes. Et l'hybridation qui est performante, c'est comment vous hybridez des complémentarités d'enseignants qui n'ont qu'une seule méthode et qui a été, je dirais, validée depuis des années et qui ont une façon de transmettre la connaissance, de l'expertiser, de la contrôler, et des enseignants qui ont des méthodes plus collaboratives, plus disruptives, voire même parfois surprenantes. Et donc, les meilleures équipes pédagogiques, ce sont celles qui arrivent à faire travailler ensemble ce qu'on appellerait les créatifs, les innovants, avec les résistants au changement.
parce qu'aucun de ces deux profils n'a plus raison l'un que l'autre. Et ces deux profils ne peuvent pas être efficaces dans leur travail s'ils ne travaillent pas ensemble. Donc, un des secrets, et ce n'est pas évident de le mettre en place, mais dans les établissements, dans vos écoles, dans nos facultés ou autres, un des secrets, c'est de trouver le moyen de faire travailler les enseignants ensemble dans des ateliers pédagogiques, parce que pour être à même d'expérimenter des innovations pédagogiques dans vos formations, il faut créer des dynamiques d'innovation avec, alors on peut appeler ça un laboratoire d'innovation pédagogique, une cellule de ce que l'on veut, et il faut utiliser des méthodes collaboratives pour que les enseignants eux-mêmes eh bien, trouvent eux-mêmes des solutions à des problématiques. Comment je monte tel type d'expérience, comment je crée un examen en ligne, comment j'interroge des élèves de manière collaborative, comment je les force à aller chercher de l'information. Et à chaque fois qu'un enseignant ou un module, vous voulez créer un module et vous avez un problème, comment on peut trouver des solutions ensemble? Et pour cela, on utilise des ateliers pédagogiques avec des méthodes de travaux collaboratifs. Et je terminerai avec ça. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que les méthodologies qu'on utilise avec les enseignants en atelier pédagogique pour créer des nouveaux cours, des nouvelles séquences ou des nouveaux modes d'évaluation, eh bien, les méthodologies qui facilitent le travail collaboratif entre enseignants eh bien, sont les mêmes méthodologies qu'on utilise avec les élèves, les apprenants, dans les cours que l'on veut rendre plus collaboratifs, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Voilà, ça c'est une dernière diapo avec des références. Donc 2 ouvrages dans lesquels on a participé. Et puis surtout, je vous transmettrai avec la vidéo dont je vais couper dans quelques secondes l'enregistrement. Je vous transmettrai donc avec cette vidéo ces documents, enfin ces ressources. Et puis vous avez dans le bas de la diapo mes coordonnées, que ce soit mail, réseaux sociaux ou blog, dans lesquels vous retrouvez beaucoup de ces expériences avec des vidéos. Donc, même si vous m'envoyez des vidéos, si vous m'envoyez des mails, je pourrais, pour celles et ceux qui sont plus intéressés que d'autres, vous envoyer des vidéos que vous pourrez visionner et qui vous permettront de mettre un peu des images sur ce que j'ai essayé de partager avec vous pendant ces 30 ou 35 minutes. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter la vidéo et on va pouvoir continuer la discussion, enfin, en tout cas, plutôt amorcer la discussion entre nous suite à cette présentation.